Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. Toutes les semaines, on se retrouve et on épluche, on analyse, on explique tout ce qui s'est passé dans le monde de la tech, que ça soit les PC, que ça soit le monde de la mobilité, que ça soit l'industrie en général. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, on a des choses assez pointues et intéressantes dont on va vous parler. Les nouveaux coprocesseurs graphiques de Nvidia et pourquoi ils sont différents des anciens. Oui, ça va être intéressant. On a aussi le score de fiabilité que vous assigne Facebook. On a les robots chiens de Sony qui sont en train de revenir et peut-être de mourir. Est-ce que ça veut dire pour votre amour, pour votre petit robot chien ? Et tout plein d'autres choses qu'on va détailler avec l'éminent Christophe Kamikaze. Comment ça va, Christophe, aujourd'hui ? Écoute, ça va très bien. L'éminent, je sais pas, mais je suis très content d'être là, merci. J'essaye de trouver des qualificatifs flatteurs à chaque personne que j'invite dans l'émission. J'espère que celui-là te convient quand même. C'est pas mal, éminent. Ça va très bien, je le prends, merci. C'est une fin d'été que nous vivons et moi je suis en mode un petit peu vadrouille. Donc si vous estimez que la qualité du micro et du son de mon côté n'est pas un petit peu moins bonne que d'habitude, bah oui effectivement c'est normal, je suis en mode vadrouille et j'utilise quand même un Blueberry. Pour ceux qui s'intéressent à ce genre de choses, c'est un micro de la marque Raspberry. Un Raspberry de la marque Blue. On s'y perd avec tous ces fruits rouges. Et toutes ces baisses, c'est un Raspberry de la marque Blue, qui est un petit micro de voyage, de transport, qui est pas mal du tout pour l'encombrement qu'il fournit. Mais le seul souci, c'est que on entend un petit peu ce qui se passe autour. Donc, si vous entendez des petits bruits autour de moi, contrairement à ce qui se passe d'habitude, bah c'est pour ça. Donc, j'espère que vous m'en excuserez. Mais bon, je pense que ça ira quand même dans l'ensemble. Mais du coup, toi, t'as une qualité de micro qui est peut-être un petit peu plus. On sent que t'es proche de ton micro, toi. Tu es. Oui, alors moi j'ai un micro-casque professionnel, puisqu'on utilise le casque et Skype au boulot. Donc on a des casques plutôt pas mal, c'est du Plantronics, ouais. Donc, voilà. Pas mal. Très bien, très bien. Bon, bah écoute, merci de nous rejoindre. Bon, t'as déjà été dans l'émission plusieurs fois. Tu peux peut-être rappeler aux auditeurs ce que tu fais pour qu'ils aient un peu de contexte pour tes interventions ? D'accord. Alors, ce que je fais dans le domaine professionnel, donc la journée, ce que je fais, je suis dans le développement logiciel sur des aspects donc c'est technique et d'organisation. Et la nuit, ce que je fais, c'est je tourne des vidéos dans un canapé où je parle Tu as également une de double vie. l'actu tech chez Studio Renegade et aussi une émission sur le rétro gaming. Voilà. Super. Eh ben écoute, merci donc de te joindre à nous. Donc comme je le disais, on va commencer avec ces nouveaux processeurs graphiques, ces nouvelles cartes graphiques de Nvidia qui ont été annoncées il y a une petite semaine de ça. Ce sont les RTX de la série 2000. Alors, je sens ceux qui sont pas trop technophiles pointus qui sont en train de s'endormir déjà, mais non, réveillez-vous parce qu'il y a quand même des choses à dire là-dessus. Il y a souvent des nouveaux coprocesseurs, enfin des nouveaux processeurs graphiques qui sortent par les différents constructeurs, essentiellement Nvidia tout de même, qui domine le marché. Et généralement, les mises à jour sont significatives parfois, mais surtout font exactement la même chose qu'avant, mais en mieux. Alors là, on n'a pas encore les tests vraiment auxquels on peut se fier, mais d'une part, ils vont faire également ce qu'ils faisaient avant, mais en mieux, mais ils ont aussi une nouvelle technologie qu'ils implémentent dans ces processeurs graphiques qui s'appelle le ray tracing et qui va rappeler des souvenirs aux gens qui ont un peu plus de 30 ans, puisqu'on en parle depuis très longtemps. Et d'ailleurs, c'est tellement important pour eux qu'au niveau marketing, ils sont passés du nom GeForce GTX à GeForce RTX. Donc, c'est dire, s'ils changent le nom, c'est que vraiment... C'est significatif. Donc, mais vraiment, il y a tout un tas de choses dont on pourrait discuter, mais l'essentiel, c'est cette histoire de ray tracing. Et qu'est-ce que c'est que le ray tracing
c'est un truc dont on parle, comme je le disais, depuis les années 90, quoi. Je sais pas, Christophe, toi, tu as un certain âge également. Est-ce que tu te souviens de ces fantasmes de ray tracing quand on était genre à l'université, on étudiait l'informatique? Ah mais complètement, moi je me rappelle jeune, je faisais déjà Mumuse avec Pauvray qui était un outil pour faire du ray tracing sur Atari ST. Donc ça date pas d'hier. Exactement. Ouais. On était sur Atari ST et sur Amiga 500 par Ah oui. exemple, et on s'amusait à faire du calcul, du rendu d'image en 3D en ray tracing. Et le ray tracing, c'était beaucoup mieux que toutes les autres techniques qui pouvaient être proposées par les logiciels de l'époque. Et en fait, le ray tracing est une méthode de calcul qui est tellement gourmande en temps de calcul que ça a mis, maintenant, je sais pas, 20, 25 ans à arriver dans les cartes graphiques pour que le ray tracing puisse être fait en temps réel. Alors, même ça, c'est un tout petit peu un abus de langage parce qu'ils utilisent une méthode hybride, mais on va pas rentrer dans ces détails-là quand même. Je vais vous expliquer en fait de quoi il s'agit, le ray tracing. Quand vous avez un calcul d'image en 3D, alors on parle souvent de jeux vidéo bien sûr pour ce genre de choses, mais quelle que soit l'image en 3D qui est calculée en temps réel, c'est une image qui est rastérisée, c'est-à-dire qu'on modélise une scène en 3D et elle est ensuite aplatie et les différents effets qu'on veut appliquer aux différents éléments d'image sont appliqués à ce moment-là sur les pixels, si je ne m'abuse. Je dis peut-être une bêtise. Les experts Non, c'est nous tout à fait ça. corrigeront certainement. Bon ben voilà, donc c'est pas tellement une bêtise. Par contre, ce qui se passe avec le ray tracing, c'est qu'en fait on part des sources de lumière et on va suivre chaque source de lumière et on va envoyer des rayons lumineux virtuels bien sûr, mais des rayons lumineux de la même manière que les photons traversent l'espace dans l'espace réel. Donc on va envoyer des photons lumineux qui vont se réfléchir sur toutes les surfaces, se réfléchir, se réfracter, être déformés et arriver jusqu'à l'endroit où on a placé donc la caméra qui va être la capture de l'image. Donc vous pouvez imaginer que si on doit envoyer, alors bien sûr c'est pas une infinité, mais c'est quand même des millions et peut-être des milliards de photons virtuels et de rayons lumineux virtuels pour avoir une scène à peu près réaliste. Si on doit en envoyer autant, plusieurs fois par seconde, même au minimum 30, allez, pour avoir une image correcte, et généralement 60 images par seconde, c'est ce qu'on essaye d'atteindre, et ben ça fait des quantités de calcul invraisemblables, mais par contre, quand on y arrive, ça fait des rendus sur les réflexions sur la lumière qui sont beaucoup plus réalistes que ce qu'on a avec les techniques anciennes de rasterisation. Donc, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette implémentation qu'ils ont eue? Alors, on a juste eu la présentation avec des vidéos démo, donc on les a pas encore eu dans les mains. Mais est-ce que tu y crois? Est-ce que tu crois que ça va faire une différence sensible, surtout, pour les images qui en résulteront? Alors juste, je vais me permettre de préciser un tout petit truc. Donc rasterisation, tu l'as bien dit, hein, c'est ça, c'est les objets 3D qu'on va projeter, donc projection géométrique, hein, comme vous avez pu faire dans vos cours de lycée, je pense. Et alors le ray tracing, en fait, il y a deux techniques, il y a le forward et le backward. Donc soit on part des sources de lumière, comme tu l'as dit, mais en fait on fait jamais ça parce que Oui, il y a, c'est beaucoup de pertes, en fait. Il y a plein et voilà, on de calcule sources trop qui de sont rayons. pas... En fait, on le fait en sens inverse, donc on part de l'œil et on remonte le chemin de la lumière. Donc effectivement, ça revient à la même chose, hein, c'est juste qu'on va réduire effectivement le nombre de chemins de lumière, donc de raies qu'on va devoir calculer. De rayons, Euh, oui, de rayons de de lumière. rayons, c'est ça, Mm. de rayons, tout à fait. Et alors le rendu, on le connaît depuis très longtemps, c'est-à-dire que c'est une très bonne technique qui permet de simuler en fait le rendu sur la matière. Parce que représenter des choses en 3D, on sait très bien le faire, donc la rasterisation, c'est très bien le faire. Par contre, les effets et le rendu photoréaliste, on l'a parce qu'on sait bien manipuler la lumière. Donc jusqu'à présent, on avait beaucoup de techniques qui permettaient de simuler ça, qui étaient plutôt des astuces qui arrivaient en fin de calcul de la projection 3D. Mais là, on simule vraiment un phénomène physique réel. Et cette modélisation, en fait, fonctionne plutôt bien. Donc on a des rendus qui sont assez photoréalistes, hein. Les matériaux sont bien représentés, on voit du brillant, C'est-à-dire on que voit. tout ce qui est images, films d'animation, par exemple, et même les effets spéciaux, sont calculés avec des techniques de ray tracing dans les films. Parce que chaque image met très longtemps à calculer. Bien sûr, dans un jeu vidéo, quand ils font en afficher 60 dans la seconde, on peut pas se permettre le type de calcul qu'ils font dans les studios d'animation. Mais eux, ils utilisent, j'imagine, 99% du temps des techniques qui sont en ray tracing, n'est-ce pas?
Oui, alors surtout les films récents. Et alors vous avez le summum du top dernièrement, c'était Coco, le film de Disney, où là ils ont vraiment bombardé de lumière. Il y avait énormément d'effets lumineux partout. Ils ont joué dessus et le rendu est vraiment exceptionnel. Donc là, évidemment, c'est du ray tracing au summum de l'art, mais c'est du précalculé. Donc effectivement, c'est pas encore du temps réel. Euh, donc ce type de rendu-là, Coco, en fait, qu'on a dans ces animés-là, on peut l'espérer l'avoir dans les jeux. Et la technique de Nvidia, c'est que ce qu'ils ont fait, c'est que c'est malin de leur part, c'est qu'ils sont toujours dans l'aspect optimisation. C'est qu'on ne peut pas se permettre, même encore aujourd'hui, avec même ces cartes-là, de faire du ray tracing complet en temps réel. Donc ils font, comme tu l'as dit, une approche hybride. Donc ils vont faire le rendu 3D classique avec la rasterisation pour la plupart de la scène. Et dès qu'on va devoir regarder des endroits où on veut du détail, donc des endroits où il y a de la lumière, donc soit de la lumière, soit de l'ombre, donc les deux parties, et bien là, on aura une partie de ce rendu qui sera fait en ray tracing. Donc c'est là où on a une approche hybride. Ils vont faire du moite-moite en fonction des effets qu'on met. Exactement. Et on a vu donc des vidéos de démonstration qui sont impressionnantes de précision, c'est-à-dire qu'on va avoir sur les réflexions, sur le chrome d'une voiture par exemple, on va pouvoir voir effectivement l'image d'un feu qui est un petit peu plus loin dans la scène, qui va se réfléchir exactement. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, comme tu le disais, on avait des astuces pour simuler ce genre de choses. Et la grande question, j'ai l'impression, c'est est-ce que ces astuces était suffisamment poussé pour qu'on voit presque plus la différence avec le ray tracing quand il est effectivement implémenté dans le jeu, ou est-ce que ça va faire quand même une véritable différence quand on aura du vrai ray tracing? Alors c'est une très très bonne question et effectivement on avait des astuces vraiment très 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 avancées et en fait on a quand même une différence, on la voit sur l'aspect réfraction de la lumière, donc le comportement de la lumière sur des matériaux. Donc là on va être capable de rajouter des notions de matériaux avec ça va briller plus, les chromes, etc. Et ça va être beaucoup plus naturel avec du ray tracing qu'avec les autres techniques où on simulait un petit peu ça. On était quand même très loin, mais tout ce qui est de transparence, tu vois, ou traverser de l'eau par la lumière, le ray tracing va être vraiment meilleur là-dessus. Les miroirs également. Et ça, on l'a vu, il y a des démos où ils montraient vraiment ça. C'est vraiment là-dessus qu'ils ont appuyé et ils ont raison. C'est là où il y a une vraie différence. Alors maintenant vient la question. La question a littéralement entre 500 et 1000 euros, puisqu'il y a trois cartes graphiques qui sont annoncées, la RTX 2070, 2080 et 2080 Ti, chacune étant de plus en plus puissante. Généralement, la 2070, c'est à peu près le milieu de gamme préféré des gamers qui veulent pas mettre des prix exorbitants, c'est-à-dire le prix d'un iPhone dans une carte graphique, sachant qu'il faut aussi du matériel, le reste du matériel de votre PC qui va avec. Donc effectivement, ça monte assez vite. Là, on est à des tarifs annoncés de 500 euros. Je schématise qui vont jusqu'à 1200 euros pour les versions Founders Edition qui vont être disponibles maintenant. C'est bien gentil d'avoir dans les miroirs et dans les qu'on peut voir sur la pupille de l'œil et dans les réflexions dans les dans les chromes des voitures, mais enfin ça va pas changer la vie. Est-ce que ça vaut le coup de payer ce genre de tarif là maintenant pour acheter une nouvelle carte graphique si on est gamer? Clairement non, c'est un tournant technologique. Pour les gamers, ça va être une énorme révolution. Et puis en général, quand tu es gamer ou que tu as un certain niveau, tu downgrades les effets graphiques pour avoir une meilleure fluidité. Donc en général, tu vas pas chercher ça. Après, les puristes aiment bien avoir, il y en a certains, il y a une population où ils aiment bien avoir toujours le top du top en termes de rendu pour se griller les yeux sur des images photoréalistes et jouer dedans. J'en connais. Donc je pense que ça va être une petite population et pas énorme. Ouais. Par contre, Bah, ça, c'est intéressant pardon, pour Nvidia de se placer là-dessus parce que c'est un moyen de se différencier en fait pour eux par rapport au reste de la concurrence, pour l'instant encore. Même si PowerVR avait déjà montré des éléments là-dessus sur le ray tracing avec des approches hybrides. Hein. Mais Nvidia l'apporte au grand public. Et c'est surtout que ça leur permet d'avoir un levier de croissance supplémentaire parce qu'effectivement, ils vendent des cartes plus chères. Et puis derrière, ils ont travaillé avec les gens qui font les moteurs de jeu pour améliorer ça, pour apporter le support à bord de Nvidia. Donc ça va être un vrai coup marketing en disant, regardez le rendu, on est capable de le faire mieux avec des cartes Nvidia. Même si la quantité de jeux qui supportent ça est encore très très réduite.
Ce qui est normal, oui, c'est un public très réduit au début, c'est les early adopters, et de toute façon, la plupart des développeurs vont pas, à moins qu'ils reçoivent un petit peu d'argent de Nvidia peut-être, vont pas forcément vouloir développer tout de suite pour ce genre de technique, à moins de vouloir vraiment se différencier, parce que la base installée sera minime au départ. C'est pas qu'on a juste un truc qui existait déjà, que la carte fait mieux, c'est que c'est une toute nouvelle technique qui doit être implémentée encore plus qu'auparavant. Donc, bon, ça, c'est déjà implémenté dans DirectX depuis quelques mois, donc on a quand même les infrastructures qui sont en place, mais ça veut pas dire que ça va valoir le coup tout de suite. C'est tout frais, hein. Ouais, voilà, c'est vraiment, ça vient de commencer à prendre, à être mis en place. Donc je pense qu'on peut effectivement raisonnablement se dire il vaut mieux attendre au minimum quelques mois, voire un petit peu plus. L'autre grande question que ça pose quand quand on parle de grand public, c'est ce qui va se passer avec les prochaines consoles qui devraient sortir d'ici 2 ou 3 ans, la prochaine génération de consoles. Généralement, c'est AMD qui fournit les coprocesseurs graphiques de ces consoles, à savoir s'ils vont développer aussi les moteurs de ray tracing, ou alors est-ce que les constructeurs vont aller voir du côté de Nvidia pour se fournir pour la console. C'est peu probable parce que AMD, qui est en retard, je pense, fait généralement des prix plus intéressants. Et si c'est ni l'un ni l'autre, est-ce que on n'aura pas de ray tracing sur les prochaines consoles? Ça me paraîtrait dommage quand même, parce que c'est vrai que ça fait de beaux effets. Mais ça... Ouais, faut une sacrée puissance de calcul quand même. Et ça peut être, enfin, vu le tarif des cartes, ça peut être compliqué pour mettre ça dans une console en termes de tarification. Après, il y a d'autres petites nouveautés, c'est que dans ces cartes-là, donc le ray tracing, effectivement, ils l'ont mis beaucoup en avant, et ils ont rajouté aussi d'autres processeurs en plus de ceux qu'ils mettent d'habitude. C'est l'autre facteur différenciant, c'est qu'ils ont rajouté des processeurs dédiés, des tensors, voilà, dédiés à l'intelligence artificielle. Et en fait, plutôt que faire des calculs en brut, comme ils ont l'habitude de faire sur les cartes graphiques, qui sont très bonnes pour faire énormément de calculs en parallèle, mais ils ont rajouté des processeurs pour faire des calculs de manière intelligente. Donc, ils vont cibler en fait certains algorithmes pour des parties de l'image grâce à l'intelligence artificielle. Et ça, je trouve ça intéressant. Et en fait, c'est surtout là-dessus qu'il y a un vrai levier de croissance, enfin de performance, pardon, pour ces cartes-là, par rapport à la génération précédente, pour les jeux qui ne supportent pas le ray tracing, en fait. Parce que fondamentalement, elles ne sont pas révolutionnaires en termes de performance, elles ont un peu augmenté tout ce qui se fait déjà, en termes de nombre de cœurs, nombre de la fréquence, etc. Mais ça va rajouter un petit gain quand même sur la vitesse de rendu des jeux actuels, hein, sans avoir un changement de technologie de développement. Bon, bah voilà votre topo sur les nouvelles cartes graphiques et les nouvelles performances, les nouvelles possibilités de ces cartes graphiques. On va passer à un sujet beaucoup plus commun dans le rendez-vous tech, c'est-à-dire Facebook. Et peut-on faire confiance à Facebook? Et surtout, en fait, on retourne un petit peu l'argument. Est-ce que Facebook peut vous faire confiance? Alors, vous avez peut-être entendu parler de cette info et de cette fonctionnalité de Facebook qui, toujours dans le but de pouvoir diffuser des informations, ou plutôt retirer les informations qui sont pas fiables, le combat contre les fake news qui, je pense, va être éternel, est en train d'assigner à ses utilisateurs des scores de confiance. Et, comme toujours, on a eu une levée de bouclier, bon, pas non plus si importante que ça, mais on l'a vu peut-être parce que c'était l'été, donc les gens se sont pas inquiétés, mais on a vu des gens s'offusquer du fait que Facebook est en train de décider à qui ils peuvent faire confiance ou pas. Comme souvent, je crois que les gens n'ont pas exactement compris le mécanisme de cette fonctionnalité, de cet algorithme, et je crois qu'il est bon de l'expliquer. Alors, que fait Facebook avec ce score de confiance? Alors d'abord, c'est binaire. C'est soit vous êtes à 0 et donc ils vous font pas confiance, soit vous êtes à 1 et donc ils vous font confiance. Et c'est l'un des très nombreux éléments qu'ils prennent en compte pour placer ensuite les commentaires ou les mises à jour ou les liens que vous allez poster sur Facebook. Et comment est-ce que ça fonctionne pour obtenir ce score de 0 ou 1? Moi, je trouve que ça, c'est une méthode qui est assez intelligente. C'est que il voit les articles que vous avez postés par le passé ou oui, c'est plutôt pour les articles que vous avez postés par le passé. Et si ces articles ont été déterminés comme étant par des tierces parties, comme étant des articles de fake news, alors vous savez qu'ils ont tout ce système où ils travaillent avec des tierces parties de confiance, des organisations de journalistes, etc., pour déterminer si les articles sont
fiables ou pas, sont des fake news ou pas. Et si vous avez posté souvent des articles qui ont ensuite été déterminés comme étant des fake news, eh ben ils vont vous assigner un score de confiance négatif, ou plutôt nul, de 0, et donc ça va faire baisser votre score votre indice de visibilité. On n'a pas les détails de l'algorithme, mais votre indice de visibilité en coordination avec les autres éléments qu'ils ont pour déterminer tout ça. Donc c'est pas le seul élément qui compte, mais en coordination avec les autres éléments, ils vont baisser la visibilité de vos mises à jour. Moi, franchement, je trouve que c'est une méthode plutôt intelligente pour essayer de, comme toujours, déterminer, enfin, comment dire, de réussir dans cette tâche impossible qui leur est confiée de modérer les 2 milliards d'utilisateurs qu'ils ont. Est-ce que toi, tu as une vision peut-être un petit peu moins bienveillante de l'activité de Facebook, ou est-ce que tu es d'accord avec moi, ça, c'est pas si bête comme méthode? Alors, la bienveillance de Facebook, c'est un bien grand mot, je pense. Non, moi je pensais à ta bienveillance envers Facebook plutôt. Ah, d'accord. Mais non, je pense comme toi que c'est un bon moyen pour eux, en tout cas, de gérer ces problématiques de fake news à leur niveau. Et après, ça s'applique également pas qu'aux posts que les gens vont faire, ça va s'appliquer aussi aux actions qu'ils vont faire. Par exemple, s'ils vont signaler d'autres news, hein, ils peuvent dire je signale que cette news est fausse, alors qu'en fait elle est vraie. Du coup, ils vont aussi prendre en compte cet aspect notation pour décider ou pas dans le poids de fake newsibilité de la news qu'ils auront signalée. Ah, mais t'as raison, je crois que j'ai fait une erreur, c'est même plus cet aspect qui est mis en avant dans les rapports qu'on a eus. C'est l'aspect signaler un truc comme fake ou comme pas fake, enfin plutôt comme fake dans ce cas précis, et qui finalement elle ne l'était pas. Donc c'est pour empêcher les abus finalement. C'est pour empêcher, au sens large, là, c'est pour empêcher les abus, donc c'est un moyen d'y arriver. Non, c'est plutôt intelligent, je trouve. Après, ce qui me fait marrer, c'est déjà le fait qu'on reparle le système de notation à tout bout de champ, alors qu'en parallèle, tu vois, dans les écoles, parce que j'ai des enfants, on est plutôt en train de les enlever, tu vois, auprès des enfants. Alors là, sur Internet, parce qu'on se rend compte que on n'arrive pas à faire autrement, on les rajoute. Donc, ouais, c'est une question d'algorithme. Pour faire comprendre à l'ordinateur le comportement de quelqu'un, il faut chiffrer. Donc c'est tout à fait ça. Il faut revenir à du factuel pour être capable de comprendre les individus. Donc oui, c'est ça. Après, c'est aussi le fait d'Internet et des avis. Hein. On est toujours à devoir appliquer des notes et à gérer les avis. Hein. Autant les fake news que les avis sur Amazon, c'est un vrai sujet. Donc c'est plutôt intéressant. Mais moi, vas-y, finis. Mais il y a une autre application qui est hyper intéressante. Mais vas-y. Oui, alors après, il y a quand même un petit warning que je mets dessus, c'est que, alors on ne sait pas précisément comment fonctionne l'algorithme de notation, et je pense pas qu'il le révèle, parce que sinon, on pourrait aller le contourner. Des astuces pour trouver des astuces, voilà, comme le SEO sur le référencement sur Google. Mais par contre, ce que je voulais noter, c'est que on peut avoir du coup une création de biais de comportement, en fait, hein, un peu comme quand on a de la surveillance de masse. On va peut-être réagir différemment, voire s'auto-censurer si on sait que derrière on va être surveillé. Donc est-ce que on a un risque de perte un petit peu de naturel dans les interactions? Peut-être. Après, il y a des moments où c'est peut-être quand même nécessaire. C'est pas forcément un mal, parce qu'on sait que quand même Internet avec tout ce qui est possible derrière un pseudo, derrière un clavier et un écran, c'est peut-être un moindre mal que d'arriver à ce système-là pour arriver à... Oui, que les gens soient... Enfin, il y a une telle désinhibition derrière le pseudo du net, ou même sur Facebook, derrière son nom, mais parce qu'on est un petit peu caché, que peut-être remettre un petit peu d'inhibition, c'est peut-être pas si mal. Mais exactement. Là où ça m'avait fait penser à autre chose, et tu l'as évoqué avec les commentaires sur Amazon, c'est que c'est une méthode qui pourrait, je pense, être utilisée pour d'autres systèmes où on peut connaître des abus. Par exemple, les gens qui vont signaler sur Twitter ou dans les chats, on voit souvent ça dans les chats sur Twitch ou sur d'autres plateformes, on peut signaler quelqu'un. Mais le problème, c'est que dès qu'on met en place un système de signalisation ou de signalement,
quelqu'un de mal intentionné va pouvoir soit lui-même signaler plein de gens, soit dire à ses followers d'aller signaler quelqu'un parce que il nous emmerde ou Dieu sait quoi. Et ben là, ça pourrait aider à identifier ce genre de signalement non justifié. Je suis sûr qu'il y a d'autres méthodes aussi, mais le fait de suivre des gens sur le long terme qui vont utiliser des systèmes de signalement à mauvais escient, on pourrait du coup, c'est rétroactif, mais ça permet de voir pour l'avenir, non pas complètement les faire disparaître ou les rendre muets, mais faire peser cette historique pour diminuer peut-être l'importance qu'on accorde à leur signalement par rapport aux autres. Je pense qu'il y a quelque chose à développer là-dedans qui pourrait être intéressant. Parce qu'on a toujours cette crainte que les systèmes de signalement soient abusés. Et là, ça pourrait être une solution. Eh oui, mais en fait, ce qu'ils cherchent à refaire, il crée un algorithme pour créer de manière informatique en fait le rôle de modérateur. C'est un peu ça, oui. Et c'est vrai qu'en fait, au bout d'un moment, quand tu suis une communauté, il y a des gens sur lesquels déjà, tu arrives à détecter des patterns, des comportements dans les individus, puis il y a des gens que tu vois revenir souvent. Donc, au bout d'un moment, même si tu le fais manuellement, tu as un petit drapeau dans la tête qui te dit, ah, lui, je vais faire attention quand il va intervenir et tout ça. Je vais peut-être attendre d'avoir un deuxième signalement ou je vais vérifier, je vais chercher un petit peu plus loin plutôt que d'écouter tout de suite, quoi. Ouais. Après, je suis pas, enfin, je suis loin derrière les parallèles qui ont été faits. J'ai vu un peu partout dans la presse là par rapport à Black Mirror, puisqu'il y a un épisode où ils parlaient, où ils avaient ça, le niveau de la notation des individus au niveau social dans la rue. Et on est quand même loin de là. Hein. C'est vraiment, c'est pas du tout ça. Ça reste interne. Ouais. Ça reste interne à Facebook. Ça va pas être communiqué, pas visible. Les personnes ne pourront pas connaître leur notation, etc. Non, et puis surtout, je pense que c'est quelque chose effectivement de nécessaire. À la limite, si on le présente à l'envers, c'est-à-dire que si on a une personne qui signale systématiquement des infos comme fake news dont on se rend compte ensuite qu'elles sont justes, eh ben, à un moment, il faut faire quelque chose avec les signalements de cette personne. Si c'est vraiment régulier et important, si on continuait à considérer ces signalements au même niveau que ceux qui signalent des choses justes, bah, il y aurait un problème. Ça serait pas normal comme comportement de l'algorithme. Donc moi, ça me paraît assez normal. Maintenant, à ne pas en abuser, mais oui, ces comparatifs et ces parallèles qu'on a vus avec les trucs de Black Mirror, c'était un petit peu plus de l'alarmisme amusant pour faire un article qui va faire peur faire peur, tout le monde sait bien que c'est une exagération, donc c'est un parallèle amusant mais clairement qui n'est pas justifié, quoi. Tout à fait. Bon, eh bien, on va continuer dans notre programme passionnant, mais avant de parler des chiens robots qui meurent, je sais pas pourquoi j'insiste, tu vois, moi aussi je fais dans l'alarmisme. C'est vrai. Dans l'alarmisme des chiens robots qui meurent, mais en même temps, il y a quelque chose, vous allez voir. On va quand même prendre une toute petite seconde pour remercier tous les auditeurs qui soutiennent l'émission sur patreon.com. Vous le savez, patreon.com, c'est le moyen de soutenir l'émission, le seul moyen de soutenir l'émission, et c'est entièrement volontaire. Si vous ne voulez pas, eh ben vous continuez à bénéficier de l'émission entièrement gratuitement. Si vous vous dites bah cette émission elle est quand même cool, tout travail mérite salaire, moi je voudrais donner le prix d'un petit café ou d'une petite bière à Patrick parce que j'apprécie son travail et il y a des petits bonus en plus que vous pouvez avoir, et ben vous pouvez aller faire un tour sur patreon.com/rdvtech et voir si ça pourrait vous intéresser. Comme je le dis souvent, vous pouvez choisir la somme que vous donnez par épisode, le nombre d'épisodes que vous soutenez par mois, et vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. C'est pas du tout comme les abonnements qu'on a pu connaître par le passé à certains services divers. Là, vous pouvez vous arrêter absolument comme vous voulez. Si dans 6 mois, je sais pas, vous changez de boulot, vous avez moins d'argent disponible et vous dites bon bah voilà, je vais décider d'arrêter le soutien ou de réduire le soutien, tous les contrôles sont dans vos mains, donc vous faites absolument comme vous voulez. C'est sur patreon.com/rdvtech et le lien est dans les notes de l'émission. Ça prend 2 minutes à faire, si vous pourriez même le faire tout de suite, là, maintenant.
Pas pendant que vous êtes en train de conduire quand même, hein, n'exagérons pas. Et si vous voulez aussi soutenir l'émission d'une autre manière, vous pouvez dire à vos amis d'aller l'écouter. Vous pouvez laisser des commentaires sur iTunes ou sur votre catalogue de podcasts, comme l'a fait Bilouki sur iTunes. Il dit le podcast à écouter avec un L et E majuscule. Si vous voulez passer un moment sympa avec des potes qui ont les mêmes intérêts que vous pour la tech, mais que vos amis ne parlent que de politique, de foot et de ce qui s'est passé dans le dernier épisode de Plus belle la vie, le rendez-vous tech est pour vous. Les dernières news toujours abordées de façon claire et organisée, des intervenants impliqués, spécialisés et dévoués aux multiples sujets abordés par Patrick. Bref, une équipe vraiment sympathique. 6 ans que j'écoute et 3 ans que je paye des bières ou des couches à Patrick. Merci, merci, merci. Avec 3 points d'exclamation. Eh bien, écoute, merci à toi, Bilouki, et à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Merci à vous tous. Je vous aime d'amour et merci pour l'argent pour les couches. C'est vrai qu'on en consomme beaucoup en ce moment. Je savais pas que tu mettais des couches, Patrick. Non, j'économise pour quand j'en aurai besoin, mais pour le moment, c'est pour le petit. Qui d'ailleurs, entre parenthèses, vient d'envoyer son premier tweet. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous pouvez aller admirer le premier tweet du petit. Il a posté ça il y a quelques heures seulement, donc vous pourrez peut-être le retrouver. Continuons donc avec les news et les rumeurs, des sujets sur lesquels on va passer un petit peu plus rapidement. Vous connaissez peut-être Aibo, là aussi on parle à des vieux, ça fait quoi, 20 ans qu'ils ont arrêté la série des Aibo. C'était Sony qui faisait des chiens robots aussi perfectionnés que possible à l'époque. Alors, bien sûr, aussi perfectionné que possible à l'époque, c'était pas non plus hyper perfectionné. Et Aibo arrive, est déjà, je crois, disponible en précommande aux États-Unis. Ils arrivent en septembre pour $3,000 aux États-Unis. Pardon, je dis déjà disponible, c'était au Japon, je crois. Et il arrive aux États-Unis pour à peu près $3,000. Et il y a 3 ans d'abonnement dans ces $3,000 au Sony AI Cloud. Alors le cloud intelligent bien sûr, qui va contrôler le robot Aibo ou qui va améliorer son comportement. Et c'est là que ça devient intéressant parce que au départ, tous les robots Aibo seront à peu près identiques dans leur comportement, mais ils vont s'adapter aux interactions que vous avez avec le robot. C'est-à-dire que si vous interagissez... Alors, il est comparable, il est assez mignon, hein, même plus mignon que le Aibo de l'époque, un petit peu plus articulé. Il a des LED dans les yeux pour pouvoir s'exprimer de manière expressive. Il a des zones de toucher, des zones tactiles pour savoir où on le touche. Et si vous allez le caresser un petit peu plus souvent que les autres membres de votre famille, eh ben il va vous aimer un petit peu plus que les autres membres de votre famille. Et son comportement va s'adapter avec le cloud intelligent de Sony à votre environnement et donc à l'environnement de la famille. Et du coup, j'en viens à mon clickbait des robots qui meurent. En fait, chaque Aibo va finir par être unique et à être adapté à votre famille. Donc, si à un moment le robot, s'il se casse, peut-être que vous pourriez retélécharger on va pas dire sa conscience, mais enfin son programme dans le nouvel Aibo et le remplacer. Peut-être que vous pourriez l'implémenter dans un autre modèle. Mais si vous arrêtez l'abonnement, eh ben vous perdez un petit peu votre animal de compagnie, robotique certes, mais tout de même. Est-ce que c'est pas un petit peu une angoisse quelque part, ou alors au contraire ils vont pas vraiment mourir parce que on peut les garder aussi longtemps qu'on veut? Je sais pas. Il y a quelque chose de cybernétique là-dedans, cette idée, non pas le robot lui-même qui est articulé, qui est sympa, mais qui reste un robot à 3 000 €. Donc c'est pas un truc le top de la technologie comme on le voit avec Boston Dynamics par exemple. Mais au contraire, plutôt dans l'aspect logiciel et dans l'aspect comportemental du robot, qui moi me fait, je sais pas, ça m'évoque des trucs. Christophe, est-ce que c'est quelque chose aussi qui pourrait être, j'ai pas envie de dire angoissant, mais enfin intriguant, cette idée que le robot devienne unique et puis puisse disparaître un jour? Alors déjà, je salue les commerciaux chez Sony qui ont réussi à créer un abonnement à vie en fait. Parce que effectivement, c'est ça. Parce qu'à partir du moment où tu auras acheté ce robot-là qui va devenir effectivement
ton robot personnel, qu'il aura son comportement adapté à ta famille, tu n'auras jamais arrêté de payer pour continuer à l'avoir. Donc tu vas lâcher l'abonnement Sony et iCloud tous les mois joyeusement. Donc bravo, bravo Sony. Euh, Après, sur la mort, en fait, même la génération d'avant, et surtout la génération d'avant, ça a été un vrai phénomène parce que alors ils ont arrêté la production de la première génération en 2006. Donc il y a 12 ans, et ça a été une horreur parce qu'au Japon, il y avait énormément de gens qui en avaient. Et déjà, en fait, il y avait énormément de plaquage d'animal de compagnie sur ces robots-là, même s'ils étaient plus rudimentaires. Et les gens étaient, enfin, c'était un phénomène. Pour te dire, il y a des gens qui échangeaient sur des forums des pièces de rechange pour Des essayer de pièces détachées continuer, pour ouais, pouvoir continuer continuer à les faire oui. vivre et tout ça. Et il y a même des Ouais, rituels mais il y a où des ils vont. cimetières, il y a des oui. C'est ça, Les il y a des Japonais sont cimetières et tout. Donc, un petit peu bizarres hein, aussi, mais oui, effectivement. clairement, il y aura la même chose pour cette version, cette nouvelle version. Mais en plus, il est 3 fois plus mignon. Il est adorable. Il a une Il est moins morphologie un petit futuriste. peu animée, animé, je veux dire, dessin animé japonais. C'est un chiot en fait. Euh, Et c'est ça, c'est qu'il reste tout le temps un il chiot, reste en un fait. chiot, ouais. Ça devient pas le gros chien qui sent mauvais, qui fait des gros caca dans le jardin. Et non, non, il reste toujours tout mignon. Et puis après, tu peux. Alors effectivement, si tu as des problèmes mécaniques, je pense que à partir du moment où tu as le cloud, c'est aussi un moyen de sauvegarder l'animal pour pouvoir le retélécharger sur un autre. Mais alors du coup, tu vois, tu dématérialises un petit peu la personnalité, la conscience. C'est-à-dire Hmm. que t'es plus rattaché à l'objet, mais tu vas être rattaché à son comportement. C'est Donc, ça, ouais. et s'ils sortent un autre modèle, tu vois, est-ce que tu vas le changer? Est-ce que tu vas rappliquer le même comportement avec lequel tu l'as éduqué, avec un modèle qui serait différent, tu vois, physiquement, s'ils avaient différentes gammes, hein, plus adultes, etc. Ils pourraient imaginer que tu as un modèle plus grand, tu retélécharges ta conscience de jeune chiot dans ce truc-là, donc tu as la portabilité de la conscience de ton animal. C'est vrai que ça fait peur, c'est grisant et ça fait peur quand même. Bon, après, ça reste quand même, quand tu comprends un petit peu comment ça marche derrière, euh, c'est surtout l'humain qui plaque les comportements dessus. Derrière, c'est beaucoup d'algorithmes et de données. Mais d'un point Oui, de il vue faudra voir social, effectivement à quel point ça sera personnalisé. Qu'est-ce que ça veut dire il y a les yeux. Mais tu sais, même en disant ça, j'allais dire, est-ce que ça veut dire qu'il a les yeux qui s'allument plus quand il voit quelqu'un avec qui il a une relation plus forte? Mais rien que ça évoque tout de suite quelque chose, une certaine émotion. Donc bon, à voir ce que ça donnera, quoi. au sens plus large, l'interaction de l'homme et du robot, ça va être de plus en plus un vrai sujet. C'est vrai, ouais. Mais là, c'est anecdotique parce qu'on se dit oh un chien robot, haha, oui c'est n'importe quoi, ils Ça. sont fous ces japonais. Mais pas tant que ça. C'est une première étape, peut-être dans quelque chose de plus profond, de quelque chose de plus important dans la société humaine. Euh, et c'est une première étape qui, alors comme le premier Aibo, peut-être qu'au bout de 5 ou 10 ans, il disparaîtra et puis on y reviendra dans 5 ou 10 ans de plus et que ça continuera à évoluer. Ça ne veut pas dire que demain, il va y avoir des robots avec lesquels on va avoir des interactions importantes, mais c'est des étapes. Et là, c'est vrai que c'est une étape intrigante, on va dire. Microsoft a annoncé son Xbox All Access. Alors on parle souvent des abonnements et des abonnements pour tout. Dans le monde aujourd'hui, il y a des abonnements pour absolument tout. Et ben là, c'est une sorte de répétition d'un truc qui existait déjà pour son ancienne console de jeu, la Xbox 360. Mais la manière dont ça fonctionne aujourd'hui, c'est aux États-Unis uniquement. C'est-à-dire qu'on a droit à une console, un pass Xbox Live Gold qui vous permet de jouer en ligne et un Game Pass qui vous permet d'avoir accès à une librairie de jeux déterminée qui est assez grande, qui a plusieurs centaines de jeux à volonté. Donc c'est un abonnement aux jeux vidéo qui inclut la console. Et le tarif est de 22 $ ou 35 $ par mois en fonction du modèle de console qu'on choisit pour 2 ans. Et il faut effectivement rester abonné pendant 2 ans. Mais là où c'est hyper intéressant, c'est que au final, on garde la console. Donc c'est un petit peu comme le modèle des téléphones mobiles de l'époque, et qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs, mais même si ça se fait peut-être un petit peu moins. Mais donc on achète la console à crédit. Mais au final, ça revient un petit peu moins cher que si on achetait tout ça en même temps. Pas grand-chose, hein, mais vraiment un tout petit peu moins cher.
Et là où ça me paraît hyper intéressant, c'est que ce que ça veut dire finalement pour Microsoft, c'est qu'ils vendent la console un petit peu moins cher pour vous... parce que oui, c'est moins cher que l'ensemble, mais ça veut dire qu'on va payer le Xbox Live et le Game Pass pendant 2 ans. Donc ils vous vendent le tout et ils vous... Pas ils vous enferment, mais enfin, ils vous ont pour 2 ans dans leur service de jeu plus que la console elle-même qui est l'achat de base. Pour moi, c'est ça qui est intéressant pour Microsoft, c'est que vous allez avoir et, il l'espère peut-être, prendre goût à l'idée d'avoir votre librairie, votre catalogue de jeux disponible sans avoir à débourser plus d'argent que ça et disponible à volonté. C'est un truc qui pourrait t'intéresser, un truc comme ça, ou toi t'es trop gamer et donc tu achètes la console de toute façon tout de suite et tu t'en fous. Mais même pour un gamer justement, ça peut être intéressant aussi parce que tu sais que tu vas le prendre de toute façon. Alors, je pense que c'est dans le sens du marché, et au sens très large, hein, pas que pour le jeu vidéo, d'aller vers moins de possession en fait, physique et plus de consommation. Mais on en parle souvent dans l'émission, c'est des Ouais, abonnements pour absolument tout. Ouais. exactement, à la location. Alors moi personnellement, alors déjà j'ai pas d'Xbox, hein, je suis pas chez Microsoft, mais oui, je pense que ça pourrait m'intéresser euh, parce que en fait ça fluidifie un petit peu l'utilisation, c'est-à-dire que ça facilite l'usage, c'est-à-dire que tu te dis bah comme tu l'as dit, c'est plus facile d'avoir accès au catalogue de suite. Tu dis bah c'est disponible, tu te poses pas de questions, t'as pas à aller commander le jeu quand il sort, attendre qu'il revienne, aller chercher la boîte aux lettres ou à la poste quand il est pas là, suivant le livreur, Alors tout bien ça. sûr, c'est uniquement une sélection de jeux et principalement les jeux Microsoft et leurs partenaires, mais les tout derniers jeux sont pas dans ce service forcément, à moins qu'ils soient des jeux de Microsoft. Donc c'est pas tous les jeux non plus. Je précise pour les gens qui connaissent pas le système, mais c'est quand même une grosse sélection. Oui. Oui, c'est vrai. Alors après, il y a des jeux pour lesquels, bah, forcément, peut-être aussi par soutien ou par habitude, tu aimes quand même posséder la boîte ou le collector. Euh, mais ça, c'est plus l'aspect collectionneur que joueur de jeux Mhm. vidéo, puisque au final, tu vas jouer au jeu sur ta console, peut-être même dématérialisé, donc Oui, ça à change pas terme, le on résultat y final. arrive là Ouais, aussi. à Ouais. terme, c'est ça. Je crois que c'est intéressant pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens de sortir une somme importante à la base. Ça donne de la visibilité, de la régularité. On se dit, bon, bah, c'est 22 $, on va dire une vingtaine d'euros par mois. Et oui, j'ai pas accès à tous les jeux. J'ai quand même la possibilité de les acheter si vraiment je veux un jeu spécifique. Mais sinon, j'ai un catalogue qui est quand même pas, c'est pas les jeux les plus récents, mais il y a beaucoup de jeux et ils sont pas mauvais. Et donc j'ai un catalogue et j'ai tout ça disponible pour 22 dollars ou une vingtaine d'euros par mois. Et voilà. Et après j'ai plus à me soucier des autres impératifs. Surtout qu'il y a beaucoup de jeux gratuits, des free-to-play qui sortent régulièrement, euh, qui seront accessibles aussi une fois qu'on a la console. Donc bon, moi ça me paraît être une approche intéressante. C'est pour un marché spécifique quand même, mais c'est aussi une évolution vers le tout abonnement. Et on a déjà Ah, parlé du fait que ça peut arriver. Les prochaines consoles risquent d'avoir des choses comme ça encore plus poussées. bon, Euh, est-ce qu'ils ont mis au moins Dead Cells dedans? Parce que sinon, je prends ah, pas. je crois pas, il n'y est pas Ah, encore. C'est vrai que Dead Cells c'est une merveille. Je suis très fan aussi. Écoutez le rendez-vous jeu si vous voulez m'entendre me pâmer devant Dead Cells. Dead Cells. On a appris d'ailleurs que Microsoft avait commencé à développer un casque de réalité virtuelle, mais avait interrompu le développement pour attendre probablement que de meilleures technologies soient disponibles. On pense notamment au peut-être du sans fil, mais au moins avec un seul fil qui soit facile à brancher et à débrancher, et puis peut-être de meilleurs écrans. Donc Microsoft, on s'en doutait, mais ils ont bien travaillé sur la chose aussi. Euh, à l'époque, j'aurais peut-être dit ils auraient dû en sortir un. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis ils ont peut-être bien fait d'attendre. Donc voilà, Patrick se dédie. Euh, surtout quand tu vois les retours de la sortie du Magic Leap, en fait. Qui, oui, mais ça c'est autre chose. Mais vas-y, oui, le Magic Leap qui a été bah, vertement critiqué. oui, fondamentalement, c'est pas une révolution. Donc, en fait, ce que se dit Microsoft également, c'est qu'aujourd'hui, s'ils sortaient une nouvelle version, ça serait pas fondamentalement une révolution. Donc, il y aurait pas de différenciant par rapport à la génération précédente, suffisant pour Moi, je crois mettre en place. que c'est un autre problème, c'est qu'ils se sont rendus compte que c'était trop contraignant.
et surtout pour les consoles, le gros avantage d'une console, c'est qu'on l'allume et elle marche. Et oui, le PSVR est un moyen d'accéder à de la réalité virtuelle relativement facilement et à relativement bon prix si on a une PlayStation, mais il n'empêche, rien que les câbles, c'est tellement pénible à brancher, on s'écarte un petit peu de cette idée de la facilité d'usage de la console. Et je crois que ça a joué encore plus que l'idée de se différencier de la concurrence. Moi, je crois que les prochaines générations, parce que la VR, oui, elle n'a pas explosé comme certains pouvaient l'espérer, mais c'est quand même comment dire, des ventes correctes. Il y a, je crois, 3 millions de PSVR et plusieurs millions des autres casques. Et je pense qu'elle va rester et qu'il y aura des nouvelles générations de ces casques avec les prochaines générations de consoles, mais qui seront plus simples à utiliser. Moi, je crois que c'est plus ça. Et oui, de meilleure qualité, mais tout le monde sera au même niveau. Je crois pas qu'il y en aura un qui va se démarquer. Tiens, en passant, en parlant d'abonnement, Netflix est en train de voir ce qui se passe si on n'a pas la possibilité de s'abonner par iTunes, parce que vous savez, on en parle souvent, ces histoires de 30% qui sont pris par iTunes ou par Google Play. Alors, pour les abonnements, c'est un petit peu différent des achats unitaires. iTunes prend 30% la première année, puis 15% la deuxième année. Mais surtout pour une société comme Netflix qui a une force de frappe conséquente, ils peuvent dire, bah, vous téléchargez l'app, et oui, vous pouvez pas vous abonner directement sur votre appareil, mais il faut aller sur le site pour vous abonner. Et ils donnent des indications pour aller s'abonner sur le site, comme le fait déjà Amazon. C'est un mouvement qu'on voit de plus en plus de grosses sociétés qui ne veulent plus payer les 30% au store, que ça soit sur Google ou sur Apple. Et donc, je crois que ça va pousser ces grands constructeurs à revoir un petit peu leur méthode, ou au moins à faire des exceptions. À moins que je me trompe, peut-être qu'Apple se sait qu'ils ne peuvent pas garder les gros qui peuvent gérer ces infrastructures eux-mêmes, et se disent, bon, bah, on va perdre Netflix, c'est pas la fin du monde. Tant qu'on a tous les petits pour lesquels on fournit des services qui sont importants pour eux, c'est-à-dire des services de facturation, de paiement, de gestion de tout ça, que eux ne peuvent pas gérer parce qu'ils sont trop petits, eh ben on est content de garder ça. Et puis le business du store, c'est peut-être pas le plus gros business d'Apple non plus, même si ça fait beaucoup d'argent. Donc je sais pas, mais on sent clairement un mouvement dans ce sens. Oui, c'est clair, c'est pas les premiers à vouloir bypasser les stores en général. Mais je suis pas tout à fait ton avis. Je pense pas que Apple va lâcher l'affaire. Hein. Je pense pas qu'ils vont dire, oh bah tant pis, Netflix, ils vont aller faire un truc dans leur coin. Mais tu crois qu'ils vont leur faire un prix parce que c'est un précédent important s'ils Et bah, je sais pas, j'attends de voir. Mais en tout cas, c'est un bras de fer là qui va commencer également chez Google. Peut-être que ils vont négocier des paliers, tu vois, en fonction d'un certain nombre d'utilisateurs au final abonnés ou qui passeront par le service. Bah, peut-être qu'il y aura un palier moins cher en disant, bah c'est au moyen aussi de les garder au sein de la boutique iTunes, de continuer à faire un peu d'argent, un peu moins, mais qu'il y aura un peu d'argent. Si le palier est suffisamment clair, ça peut être intéressant. Après, oui, si effectivement ces gros partent, c'est parce qu'il y a une vraie perte là-dessus. Il y avait Spotify aussi qui faisait pareil, qui incitait à s'abonner indépendamment du store pour revenir utiliser. Et Amazon aussi, on peut pas. Il y a plein de choses qu'on peut pas acheter chez les propriétés Amazon, que ce soit Audible ou Comixology ou etc. Enfin, tous les produits numériques, on peut pas les acheter directement sur Apple, sur produits Apple depuis l'App Store, enfin depuis les apps. Donc, 30% sur le prix d'un abonnement, ça fait quand même beaucoup, hein, sachant que beaucoup se tirent la bourre sur le tarif. Ça fait mal. Et puis quand on est Netflix, on peut se permettre. Les gens vont pas dire, ah bah merde, je vais pas m'abonner à Netflix parce qu'il faut passer par un site web. Donc, ouais, au bras de fer, Netflix a un bras bien musclé. Oui. D'ailleurs, Facebook a annoncé qu'ils allaient ne pas prendre les 30% sur les jeux Messenger. Donc il y a vraiment des trucs qui se passent là. Donc, ouais, alors là, je suis pas sûr qu'ils se tirent une balle dans le pied parce que non, eux, ça va. Ça va. Au contraire, ils ont besoin d'attirer les gens. Donc, bon, parlons un petit peu de téléphone mobile, tiens. Le Google Pixel 3, il y a encore et toujours des rumeurs sur le Google Pixel 3. Alors, c'est marrant parce que on se rapproche vraiment de... Alors, recharge sans fil, des écouteurs qui sont comment ils s'appellent, les Google Buds, les Buds, Earbuds. Enfin bon, des écouteurs designés spécialement par Google qui sont déjà disponibles, et puis une encoche, bien sûr, pour une sorte de Face ID qui serait a priori lancée le 9 octobre à New York. C'est marrant vraiment parce qu'il y a un an à peine était annoncé l'iPhone 10
et c'est pas pour tout ramener à Apple, mais enfin vraiment, ils ont quand il a été annoncé, tout le monde se plaignait de l'encoche, et là j'ai l'impression qu'il n'y a plus un seul téléphone qui sort sans encoche. Est-ce qu'ils ont vu le vent tourner, est-ce qu'ils ont vu les choses venir, ou est-ce que c'est l'effet de mode d'Apple? Je sais pas, ou est-ce que vraiment techniquement pour mettre le bord à bord en gardant les caméras, il faut faire une encoche, et donc ils ont vu ça arriver. Mais bon, enfin, je sais que je suis plutôt Apple dans mon quotidien pour mes téléphones, mais c'est vraiment pas le cas pour le reste de mes appareils ou pour mes services. Il y a plein de trucs Apple que j'aime pas, mais on a vraiment l'impression qu'encore aujourd'hui, pour des petites choses, pas pour des gros produits, mais ils sentent le truc venir, quoi. Donc, je sais pas, je suis impressionné que ça ait une telle ampleur. Toi, t'es plutôt Google, plutôt Apple. Est-ce que tu en penses quoi de ces rumeurs du Pixel 3? Alors, je suis passé par les deux maisons, mais j'ai lâché Apple il y a un petit moment. Je crois que c'était l'iPhone 5S. Donc, je suis plutôt sur Android Ah, il y a depuis. prescription là, oui, c'est bon. L'iPhone Ouais, il y a 5S, c'est il y a un moment. prescription. Donc oui, je suis chez, chez Android et j'ai un OnePlus 6, hein, donc avec une encoche également. Mais petite question, donc toi, tu as un iPhone 10, si je ne me trompe pas, tu as déjà tenté de reprendre un autre téléphone qui n'a pas d'encoche et l'utiliser? Non, pas vraiment, pas vraiment. Mais quand j'en ai utilisé un, juste porté un, j'ai trouvé effectivement. Tu vas me dire si c'est à ça que tu en venais. Oui. J'ai trouvé que, en fait, c'est pas qu'il y avait pas d'encoche, c'est qu'il y avait une plus grosse encoche qui était les bords en haut et en bas de l'écran, et ça me gênait un petit peu plus. Bah, clairement, enfin moi quand je reprends un téléphone qui a pas d'encoche et qui a des gros bordures en haut, ça fait vieux. Enfin, t'as l'impression de prendre Hmm. un truc vraiment une génération d'avant. Et indépendamment de la mode, je pense que c'est important de marquer quelque chose de neuf, de nouveau, d'innovant, et l'encoche apporte ça. Alors après, il Mais y a c'est encoche. exactement la mode. C'est tout changer quelque chose, même si c'est moche. Le nouveau, il sera plus nouveau et différent de l'ancien. Ça, c'est un truc qu'Apple a très bien compris aussi. Je crois qu'il y a de ça complètement. Tu dis indépendamment de la mode, Moi, je pense que ça compte beaucoup aussi, ouais. D'accord, si tu veux. Mais effectivement, si aujourd'hui tu sors, Pardon, tu je t'en sors un prie. téléphone sans encoche, il sort déjà vieux en fait. Hmm. Donc tu es presque obligé de le faire pour donner envie. Et bon, après le Pixel 3 quand même, ils n'ont pas fait avec le dos de la cuillère, hein. Il y a une sacrée encoche hein, quand même. Donc elle est très large et très haute. Euh, alors après c'est sur les photos, donc j'attends de voir peut-être dans les mains parce que il est déjà assez grand. Alors je parle surtout du Pixel 3 XL, hein. C'est lui qui aura l'encoche. Il a une encoche assez proéminente, mais vu la taille du téléphone, peut-être que ça va passer. Et plus je le vois, moi je me dis que c'est moche. Hmm. Après, Bon, il y a plus que des rumeurs parce qu'apparemment il y a eu des fuites et des oui, ces téléphones qui blogueurs ont été, russes, oui. ouais, des blogueurs russes qui ont fait des unboxings carrément et on l'a vraiment vu tourner. Ouais. Ouais, tout à fait. Donc je pense qu'on est proche du design final. Il est moche et pas trop, donc je sais pas. Moi, je le trouve pas si moche. C'est vrai qu'il a une belle encoche au-dessus, et puis il a un bord en bas quand même. Donc ça fait un petit peu les deux. Oui, il a le sourcil et le menton, voilà. C'est ça. C'est ça. Mais peut-être que c'est la prochaine mode en fait. C'est d'avoir les deux, le Ah, sourcil et je, le je menton. sais pas. Mais Hmm. ça, c'est pour gérer le haut-parleur frontal stéréo, qui est Bien une bonne sûr. fonction, hein, encore une Hmm. fois, et que tous les autres téléphones qui font du borderless, donc sans borne, n'ont pas forcément, Hmm. voire non pas du tout. Bah parlons un petit peu d'un autre téléphone, mais l'autre bout du marché, c'est-à-dire le Pocophone F1, qui est un téléphone Xiaomi, dont décidément on n'arrête plus de parler ces temps-ci, qui est un téléphone à environ 300 $, qui fait un petit peu plus de 6 pouces, 6,2 pouces, et qui a des fonctionnalités assez intéressantes parce que pour 300 $, c'est des fonctionnalités de fou. Donc on est vraiment dans cette catégorie de produits qui est du low mid-range au niveau du prix, mais mid-high range au niveau des fonctionnalités, donc moyen haut de gamme au niveau des fonctionnalités. On a un Snapdragon 845 qui est le tout dernier, bon qui commence à dater, mais qui est quand même le tout dernier, 6 Go de RAM, 6 Go de 64 Go de stockage, un appareil photo à 20 mégapixels, un écran Full HD, et surtout une batterie de 400 mAh. Et ce qui est intéressant, 4000, c'est que... 4000. pardon, oui, 4000 bien sûr, donc qui est très importante, c'est une grosse batterie quand même pour un téléphone mobile. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont dit clairement, on a vu ce que demande la communauté, on a vu sur les forums ce qu'ils veulent, et ce qu'ils veulent, c'est un processeur rapide et une grosse batterie. Alors sur tout le reste,
bon, c'est peut-être pas le plus bel écran de la Terre. La caméra, c'est 20 mégapixels, mais on le sait, c'est pas le nombre de pixels qui compte. Donc ça, c'est pas forcément idéal. Il y a des bords en Ouais. plastique, etc. Euh, mais C'est la même caméra que le Mi 8, hein, qui est le flagship de Xiaomi quand même. oui, mais c'est pas forcément le plus. Si tu veux, c'est le nombre de mégapixels. Sur tous les téléphones qui font les meilleures photos, ils sont à 12 ou 13 mégapixels. Donc c'est dans ce sens-là que je veux dire, la caméra, c'est pas ce qui va faire que vous aurez les meilleures photos de la Terre. C'est pas le seul point important. Mais euh, mais pareil, l'écran c'est du Full HD+. Donc on s'en fout finalement Et d'avoir LCD des écrans surtout. qui font du 2000 par 1500 sur des écrans aussi petits, c'est pas important. Pareil, le bord en verre ou en aluminium ou ce que c'est, bon, si c'est du plastique, c'est pas la fin du monde. C'est pas la meilleure finition qui soit, c'est ce que je veux dire. Mais par contre, il en a là où ça compte. Et pour un prix invraisemblable, j'ai l'impression que toi, t'es en train de dire, mais si, attends, tout est parfait dans ce téléphone, non? Ah non, j'ai pas dit que tout est parfait. Ah, Non, c'est un smartphone de concession, mais les concessions que les gens peuvent faire en fait. hmm. Et au niveau de la photo, ils ont quand même montré que, enfin, ils l'ont quand même comparé aux autres, hein. Donc c'est pas, ils ont pas sous-dimensionné l'aspect photo dessus, ils l'ont pris en compte également, mais ils ont vraiment cherché à faire budget au niveau du prix, en respectant toutes les specs que les gens regardent et s'attendent à avoir. Donc oui, ils ont regardé la communauté, donc ils parlaient de Reddit également, ils ont regardé ça. Et moi, je regarde la communauté des développeurs parce qu'en fait, alors ça c'est marrant, mais quand j'achète mes téléphones, avant de les choisir, je regarde les forums des développeurs pour les supports tiers. Alors, il y a une grosse communauté qui s'appelle XDA Développeurs qui maintient beaucoup de ROM alternatives. Ça, c'est mon côté très techos. Et ça me rassure, ouais, mais ça me rassure de savoir que il y a des gens qui partagent aussi la même plateforme et qui, en tout cas, vont pouvoir continuer à faire vivre ce téléphone les jours où il y aura plus de mise à jour. Alors, c'est peut-être un travers du monde Android aussi. Mais du coup, tout ça pour dire que quand j'ai regardé un petit peu la réaction de cette communauté-là par rapport à ce téléphone, ils étaient ultra méga enthousiastes. Et en fait, Xiaomi avec sa marque Pocophone là, ils ont ciblé plus ces gens-là, c'est-à-dire plutôt les gens qui aiment l'aspect technique avec un budget suffisamment restreint. Et en plus donc des specs qui sont quand même plutôt pas mal, ils ont aussi clairement communiqué vers cette communauté en disant il y a un lanceur d'application qu'on va mettre à disposition, qu'on va partager à travers tout le monde. On va mettre le nécessaire pour que vous puissiez vous-même développer sur ce téléphone-là des systèmes alternatifs, donc des ROM alternatives, assez facilement, en mode open source, etc. Donc c'est une vraie ouverture. Et il n'y a pas que cet aspect gamme de prix et spec. Il y a aussi Hmm. ce tournant vers la communauté qui était de plus en plus délaissé en fait, notamment par Google, qui ferme de plus en plus son écosystème. Les pixels sont extrêmement fermés par rapport à ce qu'on a pu connaître avant avec les Nexus et tout ça. Donc il y a une petite entrée, je pense, dans ce monde-là également. Ouais, très Donc, intéressant, effectivement. C'est tourné vers la communauté, ça c'était clair. Et je me rendais pas compte que c'était à ce point vers ce type de communauté. T'as bien raison de le préciser. Euh, alors, pour les prix français, on est à 329 € au lancement et 359 ensuite. Il risque de, les prix risquent de varier, mais encore que pas énormément parce que c'est quand même un tarif hyper intéressant pour un produit de ce type, quoi. Donc, il sera disponible en septembre. Tiens, encore un constructeur qui travaille sur un téléphone pliable, c'est Motorola, donc on va finir par en avoir. On a même eu des rumeurs selon lesquelles Apple aussi travaille sur un téléphone pliable. Enfin, ça va finir par arriver, les téléphones pliables. Là, ils ont déjà c'est... sorti un le téléphone qui se plie chez Apple. Ouais. C'était le Bandgate, c'est C'est ça, quoi. ça, exactement, pas mal, pas mal. J'ai pas vu où tu voulais en venir, et très bien, très bien. Et autre nouvelle de téléphone, mais là c'est fixe, et ben figurez-vous que le téléphone fixe est en train d'arriver en fin de vie. C'est Orange qui va en fait arrêter de commercialiser les téléphones fixes. Ça sera le 15 novembre 2018. Et ça veut pas dire que les téléphones fixes vont disparaître du jour au lendemain, mais l'opérateur ne va plus offrir d'abonnement uniquement aux téléphones fixes. Ça passera par les box, ça passera forcément par les box. Euh, c'est forcément un moment auquel on doit arriver. Il y a, je dirais, encore 5 ans, peut-être un petit peu plus
10 ans, je voulais quand même avoir mon téléphone fixe au cas où. Et je me méfiais un petit peu des box, parce que des téléphones avec box, parce que tu dis, ouais, si la box marche plus, j'ai plus de téléphone. Le téléphone fixe, ça marchait, même s'il n'y avait pas d'électricité, en fait. Donc c'était, en cas d'urgence, ça peut être utile. C'est rare, Mais, hein, les téléphones fixes aujourd'hui, même bah c'est ça. complètement fixes, qui fonctionnent sans électricité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est sans fil, il a une base, il a tout ça. Sans électricité, je sais même pas si ça se trouve encore, peut-être, hein, Ouais. mais Mais je me dis peut-être qu'ils vont garder les lignes pour le cas où quelque part, mais même pas. Enfin, on est ah, devenu. ils vont pas changer les lignes, c'est-à-dire que ça va rester de la paire de cuivre torsadée qui va, Non, pour bien ceux qui sûr, sont bien à sûr. la DSL. Mais en fait, ils vont arrêter le protocole de communication des téléphones avant. Bah, Donc même pas, c'est même pas encore. Là, on est vraiment dans la première étape. Je pense qu'on aura pour, je sais pas, 5-10 ans avant que ces choses-là la ne disparaissent commercialisation. complètement. Ouais, là, on est à la commercialisation de nouveaux abonnements de téléphones fixes. Donc, ceux qui sont encore en cours, ils vont continuer pendant longtemps, etc., etc. Mais je me dis, pour l'infrastructure, bien sûr, les câbles en cuivre, ils sont toujours là. Mais je me dis, est-ce qu'ils vont garder, je sais pas, des téléphones branchés, un par bloc d'immeuble, pour le cas où il y a une urgence, tu vois, et qu'on n'a plus de, comment, d'électricité, mais même qui tu vas appeler, quoi. Enfin, c'est pour faire le 18, j'en sais rien. Et si on est dans une situation d'urgence, le 18 est surchargé. Je sais pas, mais il y a quand même euh, ce petit reliquat de peur pour le cas où on en a besoin, tu vois, même si je me rends bien compte que oui, je vais pas en garder un chez moi, ça sert à rien, mais je me dis, est-ce que l'État, est-ce que pour les plans d'urgence, il y a quelque chose qui est prévu, quoi, mais Alors, en je sais cas pas. d'apocalypse zombie, C'est composez ça. le. Alors, C'est exactement ça. moi, Mais ça tu fait sais, très, peut-être très, que très. Pardon. juste pour finir, peut-être que c'est des traumatismes de gens comme nous qui ont notre âge, qui ont vécu, en fait, avec des générations qui avaient vécu la guerre. Et peut-être que c'est pour ça que je me dis, ah oui, mais si jamais il se passe un truc, peut-être que les gens plus jeunes sont suffisamment loin de la Deuxième Guerre mondiale pour pas trop s'en soucier. Je sais pas. Ah, peut-être. Ouais. Moi, ça fait très, très, très longtemps que j'ai plus de téléphone fixe, hein, même Mais branché moi derrière mes aussi, bien box. sûr. Bien Même sûr, derrière mais... mes box, hein, j'ai plus Ouais. de téléphone du tout. Et mes parents, c'est marrant parce qu'ils y sont venus, déjà parce qu'on les appelait plus jamais sur le fixe. Normal, Et ouais. puis, et puis ensuite parce que bah, tout bêtement, leur dernier téléphone était tombé en rade, là, le téléphone qu'ils avaient, et puis ils se sont rendus compte que bah, ça Impossible d'en leur... racheter un. non, ça leur manquait pas. Hmm. Donc ils n'ont pas renouvelé ça. Tu vois, c'est peut-être ça, une crainte infondée, en tout cas inconsciente. Et puis en fait, quand tu te mets face à la réalité, bah, tu dis, bah, au final, ça change pas grand-chose. Ouais. Bah concrètement, c'est sûr que au quotidien, ça change pas grand-chose. Moi, j'ai vraiment cet étrange traumatisme de l'apocalypse de zombies, tu vois. Donc Ouais, ouais, je bon. comprends, je comprends. Bon allez, quelques petites news rapides pour terminer. Il y avait une faille de sécurité dans l'installateur du jeu Fortnite qui ne passe pas par le Play Store de Google. Donc on parlait des problèmes de sécurité, mais c'était pas exactement de ça dont on parlait. Mais le fait est que ça a été mis à jour très rapidement. Donc pour une société comme Epic Games qui a la main sur son logiciel, je pense qu'il n'y a pas trop de raison de s'inquiéter. C'est les habitudes que prennent les gens qui sont inquiétantes. C'était pas ça qui posait problème. Il semblerait que Uber soit en train de se réorienter des véhicules électriques, des voitures électriques, plutôt vers les petites trottinettes électriques pour le long terme. C'est un petit peu étrange comme orientation, mais Ah, je peut-être qu'ils ont fait les calculs. Ah ouais, non, moi j'en vois énormément, hein. C'est incroyable, hein. De plus en plus, hein. C'est l'explosion là dans Bordeaux pour la partie C'est vrai qu'il y plus en a beaucoup centre. à Paris aussi, oui. Ah non, je Non, mais je pense veux que c'est... dire, abandonner les voitures électriques, peut-être que c'est un truc qu'ils mettent de côté pour le moment, les voitures électriques, mais ça me paraît étrange comme... Parce Oui, que c'est à vrai que... l'avenir, tu vois, on va pas tous se déplacer en trottinette tout le temps. Il y a quand même les voitures électriques qui sont l'avenir du transport, je crois. Ouais, abandonner peut-être tout le business des voitures, c'est peut-être un peu fort, Ouais. Et puis c'est mais peut-être pas ce qu'ils les font deux... non plus, hein, mais... Ouais. On parlait de l'impression de pistolets en 3D, d'armes à feu en 3D, et on avait dit que la diffusion de plans d'armes à feu en 3D était autorisée aux États-Unis. Et comme on l'évoquait, et j'avais essayé de me faire difficilement l'avocat du diable pour défendre la décision, ou du moins pour dédramatiser la chose avec
peu de succès, on dira. Mais bon, il faut avouer qu'on n'a pas vu non plus une recrudescence des armes imprimées en 3D. Mais bref, un juge a décidé que the restraining order, l'interdiction de diffusion de plans d'armes en 3D devait être prolongée parce qu'elle avait déjà été mise en place. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce qu'il faut retenir, c'est que les juges et les tribunaux sont en train de contredire la décision qui avait été prise, ou plutôt l'absence de décision qui avait été prise sur le sujet, l'abandon du procès sur le sujet aux États-Unis. Donc, l'affaire est loin d'être terminée, elle est encore en train d'être traitée par les tribunaux. Et pour le moment, les juges sont plutôt en train de dire oula, bon, on se calme. Les plans d'armes en 3D, on va pas autoriser leur diffusion. Alors bien sûr, c'est impossible de complètement les interdire, ou plutôt, on peut les interdire, mais c'est impossible de les arrêter complètement. C'est la nature de l'Internet, mais officiellement et légalement, pour le moment, ils sont en train de se diriger vers une interdiction. Donc, mise à jour sur ce dont on parlait il y a quelques mois. Et enfin, on parlait de robots chiens il y a quelques instants. Ça me donne l'occasion d'évoquer cette nouvelle série qui est en cours de développement par Apple, enfin pas directement par Apple, mais commandée par Apple pour un possible ou un probable service de Netflix-like d'abonnement à iTunes pour avoir des séries exclusives produites par Apple. C'est une série qui est basée sur le livre et la série Fondation d'Isaac Asimov, qui est l'un des papes de la science-fiction, ou même, je dirais, le pape de la science-fiction littéraire, de la littérature de science-fiction. Et c'est confirmé, donc, on a effectivement cette série qui est en cours de développement. Alors évidemment, c'est toujours un petit peu casse-gueule d'adapter des œuvres aussi mythiques en série télé, mais pourquoi pas, on a vu des choses vraiment assez bien adaptées et assez convaincantes ces dernières années, et ça pourrait être pas mal du tout. Moi, je suis en train de lire, c'est une de mes grandes lacunes de littérature geek, je suis en train de lire dans l'ordre la série des robots et de l'Empire. Là, je suis à la jonction entre robots et Empire. Je vais essayer de lire autant que possible avant que ça n'arrive, pour lire le livre avant de voir la série, histoire d'être bien déçu sur la série parce que le livre était mieux, mais je suis hyper intrigué parce que c'est effectivement une légende. Asimov et puis sa série Fondation sont une légende de la science-fiction. C'est vraiment, pour ceux qui connaissent pas, et je pense qu'ils sont peu nombreux, c'est à la science-fiction ce que Tolkien est à l'heroic fantasy. Donc c'est presque un mystère que ça ait pas réussi à se faire avant. Je suis sûr qu'il y avait des problèmes d'ayant droit, de questions légales, etc. Mais je suis assez enthousiaste, moi, assez enthousiasmé. Ça pourrait me pousser à prendre un abonnement au moins pour un mois, le temps de voir la série, un truc Apple. Moi, je vais mettre ça en parallèle avec d'autres séries là, qui à peu près pareil, hein, de science-fiction. Il y avait, là en ce moment, je suis en train de regarder Electric Dreams sur Amazon Prime Video, donc de Philippe Cadic, qui est inspiré de son œuvre. Et je suis clairement déçu parce que même si c'est récent, le budget, tu vois clairement que c'est pas à la hauteur. C'est du au-delà du réel d'aujourd'hui. C'est pas tip top. Donc j'ai un peu peur. Moi, j'ai été déçu. J'ai regardé 3-4 épisodes et le truc, c'est que c'est compliqué à appliquer. C'était Do Electronic Sheeps. No, Do Androids Dream of Electronic Sheeps. C'est le nom c'est l'œuvre, effectivement, de l'œuvre de Philippe Cadic, dont l'une des nouvelles a été adaptée dans Blade Runner. Donc c'est plein de petites nouvelles, donc c'est vrai que c'est pas évident à adapter en série. Et là, clairement, c'est des petites histoires, c'est un petit peu, comme tu le disais, au-delà du réel, version aujourd'hui, une sorte de Black Mirror. Chaque histoire, chaque épisode est un truc différent, et puis c'est... Voilà, c'est une anthologie, donc il y a pas ça. Et après, il y a un autre univers que moi j'adore énormément, qui est Dune, hein, de Frank Herbert. Et c'est pareil, il n'y a pas encore eu d'adaptation à la hauteur. Donc, le film est pas mal quand même, Dune.
Ah, le film est pas mal, tout à fait. Mais après, Hmm. le premier. Mais après, tout le reste, Hmm. donc c'est pareil. Ouais, bah il y a même sur Asimov, il y a eu iRobot, mais qui a rien à voir avec les livres, le film avec Will Smith. Ouais. Euh, mais bon, je me dis que et Asimov, de ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, j'ai quand même lu trois quatre bouquins, c'est mieux à adapter en série, parce qu'en film c'est trop court, mais en même temps en série c'est généralement une histoire, peut-être que Fondation est un peu différent, mais c'est généralement une histoire, donc adapté en série, est-ce qu'il y a un seul fil conducteur? Mais je me dis que c'est possible. Quand on voit Non, avec quel brio a été adapté Game of Thrones, il y a même des séries que j'ai beaucoup aimées, des séries de science-fiction qui ont été diffusées sur ces services. Moi, j'ai envie d'y croire et puis j'ai envie qu'on essaye quoi. Si on essaie, oui, si c'est pas bien, bah c'est dommage, ça sera pas bien. Mais si on n'essaye pas, on pourra pas avoir un truc bien, ça c'est sûr. Et il y a des gens rabat-joie qui vont dire ah mais va lire le livre. Bah oui, mais on peut avoir les deux, il y a pas de raison. c'est vrai, tout à fait. Non, faut pas se tromper, hein, je suis pas d'accord. Il y a des séries comme ça, faut pas se tromper. Oui, Faut pas mais juste essayer, faut pas se tromper. ouais, bah écoute, Mais le jour où après, tu trouveras la est-ce que formule, le seul moyen de ne pas d'être sûr de ne pas se tromper, c'est de ne pas faire. Et est-ce que dans notre univers de tech et de volontarisme et de start-up, est-ce que tu crois que c'est ça le bon message qu'il faut envoyer aux gens, Christophe? Ne pas faire pour ne pas oh, se tu tromper? as raison, tout à fait. Ah, j'ai Il faut, réussi à il faut le apprendre de convaincre. ses erreurs, tout à fait, pour arriver à faire mieux. Mais oui, je suis intrigué. Je regarderai ça quand même, voir un petit peu les avis. Et Ouais, puis pourquoi pas. nous tous. Bon, bah merci Christophe d'avoir partagé ce petit moment avec moi. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Avant de se séparer, bien sûr, on va demander à Christophe de nous dire où on peut le retrouver. Tu l'évoquais un petit peu avant le début de l'émission, mais dis-nous en plus. Alors au pays de la chocolatine, vous pouvez m'en trouver, mais plus précisément sur Twitter, donc Chris Kamikas. Voilà, donc vous avez un petit peu de tout. Et après, vous pouvez me retrouver chez Studio Renegade, donc dans deux émissions, Beats, tous les mercredis soirs en live, où on parle de l'actu tech, et dans Retro Gaming Bros, une fois par mois, où on commente et on teste du matériel autour du rétro gaming. Magnifique, merci beaucoup Christophe. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Comme je le dis désormais à chaque fois, si vous voulez voir des photos du petit, mignonnes toujours, parce qu'il est mignon, vous pouvez faire ça, et aussi mes avis sur plein de choses en direct. Vous pouvez aussi soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech. N'oubliez pas que c'est le seul moyen de soutenir l'émission, c'est le seul revenu de l'émission, c'est vos soutiens, donc ça compte. Chaque dollar, chaque euro compte. Donc si vous appréciez l'émission, bien sûr, si vous vous dites wow, franchement c'est pas génial, bah pas de problème. Mais si vous l'appréciez, bah peut-être pensez à devenir Patreon et vous aurez en plus accès aux mises à jour exclusives aux patriotes. Donc vous pouvez faire ça sur patreon.com/rdvtech. On vous remercie mille fois de nous avoir écoutés. On vous fait de grosses bises et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode. Ciao à tous! Ciao, ciao!